c'est que mon métier est de faire aimer la vente aux gens. Et ce que j'essaye de faire, c'est donner un maximum de tips, de tricks et d'astuces aux commerciaux pour qu'ils puissent arriver à remplir les objectifs. Mon job, je le fais depuis 15 ans. Je forme des commerciaux en Belgique, en France, au Maroc, en Algérie. Si je vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous allez me répondre quoi? Baudouin, tu me réponds quoi? À la question, Qu'est-ce que tu fais dans la vie? j'essaie d'être heureux. Ah, c'est une belle réponse, d'accord. Ça m'informe absolument pas du tout ce que tu fais en termes de métier, mais Donc je m'occupe d'un club d'entreprise. je m'occupe d'un club d'entreprise. Ok. Je prends n'importe qui au débeauté. Vous faites quoi dans la vie? Je suis agent immobilier. Je suis agent immobilier. Vous faites quoi dans la vie? Je suis architecte et je fais partie d'un groupe multidisciplinaire qui résout tous les problèmes de l'immobilier. Bravo. Super. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis consultante en RH. Exact. Bon, superbe. Ok, impeccable. Ça, c'est les réponses traditionnelles qu'on a. Je suis slash quelque chose, slash entreprise, slash secteur d'activité. Ce qui est extraordinaire, c'est que la question qu'on pose est automatique, la réponse l'est tout autant. On n'a jamais réfléchi à comment est-ce qu'on devait répondre à ça. Et pourtant, tout démarre de ça. Moi, effectivement, mon gros problème, c'est que je passe mon temps à essayer de faire changer la réponse qu'on peut donner à cette question. Pour une bonne et simple raison, c'est que mon métier est de faire aimer la vente aux gens. Et ce que j'essaye de faire, c'est donner un maximum de tips, de tricks et d'astuces aux commerciaux pour qu'ils puissent arriver à remplir les objectifs. Mon job, je le fais depuis 15 ans. Je forme des commerciaux en Belgique, en France, au Maroc, en Algérie. Je vais être un lundi matin dans une banque d'affaires avec des gens en col-cravate qui cherchent des patrimoines de plus de 6 millions d'euros en liquidité pour leur vendre des solutions de placement incroyables et défiscalisées. Et le lendemain, vous allez me trouver en polo rouge au cash converteur de Seraing à discuter avec des gens qui doivent vendre des moules à gaufres d'occasion. Le surlendemain, je serai chez Saussure Magnet Luxus à discuter avec celles qui doivent chausser vos pieds. Et le jour d'après, je serai avec des gens qui vendent des outils de gestion pour les laboratoires. Donc voilà. Et c'est toujours le même plaisir parce que le point commun de tout ça, c'est l'être humain, c'est la relation et c'est ce qui me motive depuis des années. Maintenant, je reviens à cette question. Si je dois prendre, et je suis désolé, vous êtes mes premiers candidats, vous savez, quand on s'assied devant, on prend toujours un risque, hein, vous le savez. Comment vous pouvez évaluer le degré d'appétit, d'appétence, de sexitude de la réponse que vous m'avez donnée sur une échelle de 0 à 10? Je vois vos mines qui font voilà, 4, 2, pas terrible. Ok, d'accord. Je vous rassure, j'ai vu nettement pire. Un jour, on m'envoie donner une formation au networking en cours du soir. Donc j'étais avec 15 commerciaux, je ne connaissais pas leur métier à la base, et je les voyais 3 lundis d'affilée. Et donc comme j'avais le temps avec eux, la première chose que j'ai fait, c'est un petit exercice au débeauté. J'en ai pris un quinquagénaire, ma foi, sympathique. Je l'ai mis à côté de moi, il s'appelait Robert, donc je lui ai dit, écoute Robert, on y va, hein, ça y est. Donc on fait comme si, hein, imagine, il y a un manche debout, il y a des bretzels mous, tu as un badge avec 2 fautes d'orthographe, moi aussi. Tu as une coupe de mousseux dans un verre en plastique douteux, moi aussi. Et je te pose la question idiote. Alors Robert, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et le type me répond exactement ceci, il me dit, bah, je suis commercial dans le béton. Voilà. Donc ce type a réussi la merveille d'incarner son métier. C'est-à-dire il est carré, il est gris, il est pénible, il est lourd, c'est un parpaing. Quand on l'envoie en événement de networking, il ne ramène à rien. Que dalle, c'est-à-dire que pas une carte de visite, pas un numéro, même pas la grippe. Il n'y a pas assez de contacts possibles pour que le virus passe. Ses potes l'appellent Moïse. Quand on l'envoie dans un événement, tout le monde s'écarte. Il a accès au buffet à lui tout seul, il a 2 mètres carrés de solitude. Sa vie est un désastre. Je comprends mieux pourquoi on me l'envoie en formation à ce moment-là, évidemment. Donc voilà, vous êtes moi, vous devez rendre ce type un peu plus appétant, amusant. Comment est-ce que vous faites? Sur quoi on travaille à la base quand on veut aider cette personne à créer plus de relations dans un événement de networking? Qu'est-ce qu'on fait pour éviter que les gens fassent « Ah, c'est super, au revoir ». Voilà, donc c'est ce qui lui arrive tout le temps. On le laisse seul. Qu'est-ce que vous proposez? L'attitude. On a essayé de travailler sur l'attitude. On a dit « Robert, reste les épaules, thorax en avant, une voix, voilà ». Et donc ça va donner un truc très bizarre. Il commence à faire bah, « Je suis commercial dans le béton ». Là, les gens partent en pensant qu'il prend du crack ou de la coke. Vraiment, on se dit qu'il n'est pas dans son état normal. Donc ça ne va pas non plus. Ce n'est pas l'attitude. En fait, c'est l'incapacité de Robert à comprendre le fondamental de cette question. Le problème n'est pas la réponse de Robert, le problème c'est que Robert ne comprend pas la question qu'il lui a posée. Vous ne la comprenez pas non plus, je ne la comprends pas non plus. Qu'est-ce qui fait qu'on pose cette question à tout le monde? Alors que si, au débeauté tout à l'heure, je vous interroge plutôt sur vos hobbies, vos loisirs, vos passions, j'aurai accès à des choses beaucoup plus passionnantes en ce qui vous concerne. Mais non, on dit aux gens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et on répond, je suis
courtier en assurance, je suis banquier, je suis manager, voilà. Pourquoi est-ce qu'on pose cette question? Ben, je vais vous répondre et la réponse va vous surprendre. Quel âge avons-nous en tant qu'espèce? Est-ce que vous avez la moindre idée de ça? On est vendredi, je vous demande de réviser Histoire Géo, c'est parti. En tant qu'espèce, à quelle espèce appartenons-nous? Homo sapiens sapiens, pour ceux qui ont la version la plus élaborée. Homo sapiens sapiens, l'homme qui sait qu'il sait, d'accord. Homo sapiens sapiens, c'est à peu près le même modèle que nous. On est un peu forci, mais à la base, on est structurellement, on est à peu près les mêmes, quoi. Ça, à quel âge Homo sapiens? Ouais, pas mal. 300 000, à peu près 280 000, 300 000, il y a match. Mais à peu près, voilà, on est né à peu près dans la corne de l'Afrique, en Mésopotamie, et on a inondé le monde de notre présence. Il y en a eu d'autres avant nous, hein. Il y a eu Homo erectus qui a réussi à se mettre debout, Homo habilis qui a réussi à utiliser des outils, et on a été contemporain d'autres espèces comme Néandertal, qui a disparu il y a à peu près 70 000 ans, en nous laissant 1,5% de patrimoine génétique. On a dû un peu plus que se croiser sur les chemins, mais à la base, on est devenu l'espèce dominante de la planète il y a 70 000 ans. 300 000 ans d'existence, 300 000 ans à avoir un cerveau qui fonctionne à peu près comme celui que vous avez aujourd'hui. Deuxième question. De quand datent les premières traces d'agriculture? Vous allez me dire, mais où est-ce qu'ils m'emmènent avec, on est fait pour faire du réseau. Première trace d'agriculture, à votre avis, c'est quand? Combien? Ah, c'est pas mal, 15 000. Première trace d'agriculture qu'on peut trouver dans l'histoire de l'humanité, c'est 15 000 ans. Vous faites une petite soustraction. Et 15 000 ans, attention, ce n'est pas 15 000 ans la moissonneuse-batteuse et la treilleuse industrielle. Hein. Ce n'est pas 15 000 ans un débarquement d'agriculteurs à Bruxelles ou à Paris qui viennent tout bloquer. Non, c'est 15 000 ans, on a commencé à piger qu'en mettant un enclos autour de bébêtes plutôt sympathiques, qui n'avaient pas de grandes dents et qui n'étaient pas très méchantes, on pouvait les consommer et les faire se reproduire, et qu'on pouvait planter et l'année suivante réussir à récolter. Il a fallu encore très longtemps avant qu'on arrive à la situation d'aujourd'hui. Le cerveau que vous avez, il n'est pas programmé pour vivre dans le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui. Le cerveau que vous avez, il ne pense pas de la façon dans laquelle vous pensez qu'il pense. Il fait des trucs sans vous prévenir, qui sont vitaux et qui vous poussent à avoir des comportements réflexes que vous ne comprenez pas. Vous imaginez que la vie d'Homo sapiens, pendant 285 millénaires, ça a été dur, âpre. Petit Homo sapiens, il ne rentrait pas à la grotte le soir en disant « Qu'est-ce qu'on mange ce soir, maman ?» Non. Il rentrait en disant « Est-ce qu'on mange ce soir, maman ?» ou « Est-ce qu'on mange maman ce soir ?» Parce qu'on avait les crocs. Homo sapiens a passé 300 000 ans de sa vie quasiment à courir. Soit vous couriez derrière quelque chose pour manger ce soir, soit vous couriez pour éviter de vous faire bouffer par quelque chose et de servir de repas à quelque chose d'autre. Votre cerveau, il est prévu pour deux fonctions de base. Et il le fait encore aujourd'hui alors que je vous parle. 1, éviter les menaces. 2, trouver des ressources. Votre cerveau, de base, il fait ça tout le temps. Quel est le rapport avec mon pauvre Robert? Il est évident que dans un événement de networking, le côté menace, ça va. On est entre Homo sapiens, voilà, on est bien, on sent qu'il n'y a pas de prédateur à proximité. Voilà. Mais l'aspect ressource est toujours là. Et en fait, vous ne vous rendez pas compte que lorsque vous demandez à quelqu'un ce qu'il fait dans la vie, vous lui demandez en fait en quoi il est une ressource pour vous. C'est l'équivalent Homo sapiens de « t'as un truc à bouffer, t'as quelque chose pour moi, t'as un truc qui m'intéresse, t'as un outil, voilà. Et il se fait que quand ça match, il se passe quelque chose. Je reprends un exemple d'un courtier. Si j'ai un courtier en prêt hypothécaire, d'accord, et qu'il tombe sur quelqu'un qui est justement à l'achat de sa prochaine maison, de son prochain appartement, ils ont plein de choses à se dire. Et donc là, le courant passe tout de suite, on dirait que le fluide est passé. C'est simplement parce qu'il y a un intérêt mutuel qui s'est dégagé. Ma femme qui est médecin, vraie, elle, je l'emmène jamais, enfin en tout cas quand je l'emmène en événement de networking, elle ne dit jamais ce qu'elle fait, parce que sinon elle passe son temps à donner des consultations. On a très bien compris l'intérêt de la personne. Le problème, c'est quand Robert me dit « je suis commercial en béton », il ne répond pas à ma vraie question. Il ne répond pas à la question que tous vos clients se posent, toutes les personnes qui vous interrogent se posent quand elles vous écoutent parler. Quand j'affiche ce slide-là en France, la plupart des Français me disent « mais il est idiot, le Belge, oui FM, ça ne s'écrit pas comme ça ». Vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est la question que toutes les personnes se posent dès que vous ouvrez la bouche. C'est la question que votre cerveau est en train de se poser alors que vous m'écoutez. Ça veut dire ceci. What's in it for me, motherfucker? En d'autres termes, qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? En quoi ça me touche? En quoi ça m'intéresse? En quoi ça parle de moi? Robert ne parle pas de moi. D'ailleurs, quand vous me faites votre réponse, les trois quarts me font « je suis commercial ». Vous sentez bien que vous êtes à côté de la plaque parce que vous répondez par le statut alors que je vous demande une question sur votre utilité. Je vous demande à quoi vous pouvez me servir dans la vie. Si on était vraiment honnête et si on était vraiment conscient de la question qu'on pose, on ne demanderait pas aux gens ce qu'ils font, mais ce qu'ils peuvent faire pour nous. Si vous avez déjà envie de commencer un événement de networking de façon différente, plutôt que de demander à l'autre ce qu'il fait dans la vie, posez-lui la question dans le sens. Dites-lui, qu'est-ce que vous pourriez faire pour moi, par exemple? Vous allez voir que la réponse va être totalement différente et que l'intérêt va naître tout seul.
Mais on n'a pas l'habitude, parce que c'est un réflexe. On devrait arriver à articuler ça de qu'est-ce que vous faites pour moi dans la vie? Qu'est-ce que je fais avec Robert, du coup? Je dis, écoute Robert, reparlons un peu de tes produits, on va trouver une solution. Tu vas voir, on va s'en tirer. Donc je dis, explique-moi ce que tu vends. Parce que c'est peut-être comme ça qu'on va y arriver. Lueur d'espoir dans le regard de Robert. Il me dit, mais je vends un produit merveilleux, je vends des tuyaux en béton de haute technicité, principalement des tuyaux en béton hydrofuge. Je dis, on est mort Robert, il va falloir te tirer une balle dans la bouche et facturer la balle à la famille, c'est pas possible. Je peux rien faire avec toi, c'est mort. Je dis, je ne désespère pas. Dis-moi à qui tu vends ça, dis-moi à quoi ça sert, dis-moi pourquoi est-ce qu'on achète ce genre de choses. Et là, il me dit ceci. Il me dit, le béton hydrofuge, c'est génial. Quand on s'en sert pour faire des canalisations, notamment sur les eaux usées, eh bien, comme le béton est hydrofuge, il y a moins de polluants, on doit moins nettoyer, ça se passe très bien. Mais le plus important, c'est quand on s'en sert pour transporter des eaux potables sur les plus petits diamètres. Parce que grâce au fait que le béton soit hydrofuge, eh bien, on arrive à transporter des eaux potables sans qu'elles prennent de minéraux, sans qu'elles se chargent en mauvais goût, et elles restent tout à fait consommables. Je dis, stop. Je pense qu'on tient le bon bout. Il me dit, comment ça? Je lui dis, si je peux reformuler. En fait, c'est un peu grâce à toi que j'ai une eau agréable à boire tous les jours au robinet. Il me dit, on peut dire ça. Je lui dis, bah voilà, la prochaine fois que tu rencontres quelqu'un de grâce, au lieu de lui dire que tu es commercial dans le béton, tu dis, bah c'est un peu grâce à moi que vous avez une eau agréable à boire tous les jours au robinet. Et tu vas voir ce qui se passe. Et là, Robert a un sourire, et il me dit 2 phrases, et c'est ces 2 phrases qui m'ont fait comprendre mon métier. Le premier truc qu'il me dit, c'est, oh, c'est génial. Et juste après, il me dit, j'oserais jamais. Mesdames et messieurs, mon problème à moi en tant que formateur, c'est vous faire passer du c'est génial à j'oserais. D'accord ? La plupart du temps, vous allez pouvoir avoir des chouettes idées sur d'autres choses que vous pouvez faire de façon différente. Rien que celle-là, je vais vous la faire travailler, rien que celle-là, pitcher de façon différente, juste vous présenter sensiblement différent, peut avoir des effets incroyables. Encore faut-il que le moment venu, vous osiez. Et effectivement, le passage à l'acte, c'est ce qui est le plus difficile. C'est pour ça que les formations sont compliquées à actionner, c'est parce qu'il faut passer de la formation à l'entraînement. Mais néanmoins, la chance que j'avais, c'est que Robert, je le voyais 3 lundis d'affilée, et qu'effectivement, dès le 2e lundi, il est venu me voir en disant « J'ai essayé, c'est quand même sympa ». Alors, je ne dis pas qu'il vend une palette de tuyaux en béton et hydrofuge à chaque fois qu'il ouvre le bec, mais il se passe quelque chose, il crée de la communauté d'intérêt, les gens disent « Ah, mais tiens, puisque vous êtes dans la construction, il faut rencontrer un tel ». Et il se passe des trucs, et donc il passe d'excellentes soirées, et ça se passe bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie pour moi? Qu'est-ce que vous faites qui peut compter à mes yeux? C'est important parce qu'il faut comprendre un truc en fait, c'est qu'à la base, c'est une question, quand on pose la question aux gens, on leur dit qu'est-ce que vous faites dans la vie, en fait on est intéressé par nous-mêmes. C'est pas une mauvaise nouvelle, c'est notre travers en tant qu'être humain, on a survécu en faisant d'abord attention à nous. Et donc en fait, c'est intéressant parce que l'autre se demande ce qui l'intéresse, donc en clair, on a tous quelque chose à vendre parce qu'on est tous en achat de quelque chose. Potentiellement, vous trouvez des sujets qui me touchent, vous arrivez à formuler les choses, ça va déclencher mon intérêt. Mais on est en recherche d'intérêt. Et donc, c'est un exercice que je fais à chaque fois et c'est un exercice que je veux vous encourager à faire. C'est-à-dire que je vais vous demander vous-même de réfléchir à cette phrase et je vais vous donner un autre exemple. Il n'y a pas longtemps, je reçois un autre commercial, enfin de nouveau dans une formation, lui vend des tamis industriels. On ne peut pas dire que ce soit terriblement sexy, un tamis industriel. Un tamis, vous voyez, vous imaginez un tamis de la taille de la pièce qui passe son temps à trier des poudres, des farines, on s'en sert en pharmaco, en cosméto, en boulangerie, pâtisserie, d'accord ? Je lui propose l'exercice, reformule-moi ça, dis-moi ce que tu peux faire pour moi, à quoi tu sers, qu'est-ce que tu m'amènes. Quand il reprend la parole, il me dit, c'est un peu grâce à moi que tu peux garder des épices dans des pots pendant des années sans qu'elles perdent de goût. J'adore les épices, donc là du coup ça marche, je lui demande comment, il m'explique tout un truc sur le tamisage, le fait qu'il garde des particules qui ne prennent pas beaucoup d'humidité mais qui gardent énormément de goût, et effectivement, il réussit l'exercice. Le soir même, je rentre chez moi, j'embrasse ma femme, j'embrasse mes enfants, on se met à cuisiner une petite sauce tomatée ensemble innocemment, je sors un pot de paprika de l'armoire et là, bim! Je dis à ma femme, tiens, tu sais quoi, ce matin j'ai rencontré un type, ils vendait des tamis industriels. Je repitche le tamis industriel de 9h du matin à 8h du soir. De là, 2 constats, au bout de 15 ans de mariage, au niveau des anecdotes, je suis un peu au bout du tiroir, et c'est peut-être temps que je me renouvelle vis-à-vis de ma femme. Mais surtout, je m'en souviens 12 heures plus tard. Pourquoi? Parce que ça parle de moi. Parce que ça m'a touché, parce que ça a raconté quelque chose auquel j'ai été sensible. Et donc c'est un exercice que je vous propose de faire à chaque fois. De vous dire, tiens, effectivement, qu'est-ce que je fais pour l'autre en fait? Qu'est-ce que j'amène à l'autre? Dernier exemple, il n'y a pas longtemps, un commercial joue le jeu avec moi. Très beau gosse le type, la fossette au menton, les yeux bleus, délavés, les cheveux blonds cendrés, une légère barbe, une petite voix de fumeur un peu rauque, une belle carrure, donc toutes les filles étaient en admiration devant lui. Et il me dit, moi je suis commercial dans l'emballage alimentaire. Là ça retombe un peu. Là, voilà. Et donc il a fait un truc merveilleux, il a refait son pitch, et puis quand je le prends, il me dit moi, mon job c'est rendre beau ce qui est déjà bon. Et il y rajoute en clair, j'emballe.
Évidemment, vous ne pouvez pas oublier ça. Ça marche, c'est formidable. Vous ne pouvez pas oublier les gens qui font ce genre d'exercice. Mais surtout, il est hyper important. Parce que si on commence par comprendre que notre job, c'est faire quelque chose pour autrui, et pas juste être présent à un événement pour ramasser de la carte de visite, on change la façon dans laquelle on va envisager ces événements. Et c'est important. Je vais vous faire une confidence. Moi, vous savez, depuis 15 ans, j'ai été commercial moi-même depuis 27 ans. Depuis 15 ans, j'accompagne tous les commerciaux dans tous les métiers, vous l'avez compris. Je passe mon temps d'ailleurs ici à essayer d'accompagner les meilleurs, à essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Et depuis, je peux vous donner ma conclusion. Je sais vous dire quels sont les 4 piliers de la performance commerciale. Ils ne sont pas très compliqués. Ils sont difficiles parfois à obtenir, mais ce n'est pas très compliqué à comprendre. Les meilleurs vendeurs que j'ai pu coacher, accompagner ou voir simplement, ils ont 4 points communs. Et je vais partir du 4e qui est le moins important et je terminerai par le premier qui est le plus important. Le 4e qui est le moins important, c'est qu'ils ont une excellente compétence technique. Ils connaissent leurs produits, ils connaissent l'immobilier, ils connaissent les RH, ils connaissent le réseautage, ils connaissent la banque, ils connaissent la finance. C'est formidable, d'accord ? Mais je connais aussi des très bons commerciaux qui connaissent un peu moins bien leurs produits, qui arrivent à vendre, et je connais par contre des gens qui sont des bons techniciens de ce qu'ils ont, qui sont infoutus de les vendre, d'accord ?